ChatGPT, il faut prononcer à l'anglaise évidemment, parce qu'en français c'est pas terrible si on prononce ça en français. GPT pour Generative Pre-trained Transformer est un système d'intelligence artificielle développé par l'entreprise américaine OpenAI, avec lequel il est possible, selon ses concepteurs, d'entrer en conversation. Une machine douée d'intelligence donc, capable de répondre à des questions que nous lui posons. À la fois fascinante et effrayante, cette avancée technologique est la dernière trouvaille en date de l'être humain pour satisfaire son désir d'entrer en contact avec ce qui n'est pas lui. Avant, il y a eu Dieu, les animaux, les extraterrestres, mais le dialogue avec E.T. se limitant essentiellement à l'emprunt d'un téléphone pour pouvoir rentrer à la maison s'est avéré assez décevant. Jamais à court d'idées, l'homme vient donc de se donner une machine fabriquée par ses soins comme nouvel interlocuteur. D'où, dans la fascination qu'elle suscite, sans doute une bonne part d'admiration éprouvée avant tout pour lui-même. Mais ChatGPT sait-il réellement ce que parler veut dire? Considérons ce mot, intelligence, qui impressionne. Cette machine serait donc intelligente, et pourtant immédiatement on sent que quelque chose cloche. J'ai décrit l'intelligence artificielle comme la capacité d'une machine à répondre à nos questions, mais je n'ai pas dit qu'elle comprenait nos questions pour pouvoir y répondre. Car cette intelligence consiste en une capacité de calcul à partir d'un traitement de données, les fameuses data, auxquelles la machine a accès, et en une capacité de produire du discours. Or, une telle intelligence a fort peu à voir avec la nôtre, parce qu'elle n'est que traitement statistique de données numériques et non intelligence des choses, conscience, capacité de donner du sens à ce qu'on dit, aptitude à anticiper et à connaître la portée de nos propos, etc. D'une certaine manière, il y a là une différence majeure entre ChatGPT et nous. Étant nous-mêmes les concepteurs de cette machine, nous savons à peu près comment elle fonctionne, mais elle-même ne sait ni ce qu'elle fait, ni comment elle le fait. À l'inverse, en ce qui nous concerne, nous sommes encore très loin de savoir comment nous fonctionnons. Les études sur le cerveau humain ont encore presque tout à nous apprendre, mais du moins nous savons ce que nous faisons. Quoi qu'il en soit, reconnaissons du moins que l'une des grandes réussites de ChatGPT est au moins de permettre de réconcilier Descartes et Spinoza. ChatGPT confirme en effet Descartes pour qui la possession du langage n'est possible que chez l'homme en tant qu'il est doué d'une âme. La machine n'a pas d'âme parce que même si elle nous donne l'illusion de répondre à propos, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Il n'y a pas un réel dialogue avec elle parce qu'elle ne fait que brasser des données à l'infini en fonction d'un programme afin de sélectionner ce qui correspond statistiquement le mieux aux signaux numériques que notre message, tapé sur un clavier, a fait entrer parmi les datas qu'elle a à sa disposition. À l'opposé, selon Descartes, il peut y avoir un vrai dialogue même avec un fou parce que même si ses réponses sont délirantes, elles répondent bien à nos questions et sont dans l'absolu imprévisibles. Le fou est ainsi doué d'une âme parce que dialoguer implique une capacité de créativité qui ne peut être enfermée dans un pur traitement mécanique de données numériques. Dans un autre sens, on peut dire aussi que ChatGPT confirme Spinoza, pour qui l'on doit comprendre l'homme non comme un empire dans un empire, c'est-à-dire un être qui échapperait à l'action mécanique des lois de la nature par la possession d'une âme immatérielle, ce qui est précisément la thèse de Descartes, mais comme une sorte de machine infiniment plus complexe que toutes celles que nous savons construire. Selon Spinoza, le corps et l'âme sont ainsi une seule et même chose considérée de deux points de vue. Le point de vue de l'étendue d'un côté, le point de vue de la pensée de l'autre. Pour le dire en une phrase évidemment très insuffisante, l'âme qui correspondrait au pouvoir du corps d'être affecté. Mais comme le dit Spinoza, le corps humain peut être affecté d'un très grand nombre de manières. Ce qui signifie que, du fait de la très grande complexité de la composition de notre corps, nous sommes capables de sensations par exemple, mais aussi d'émotions, de sentiments ainsi que d'imagination, de mémoire, de pensée, de raisonnement.
Ainsi, face à cette machine vivante infiniment sophistiquée que nous sommes, ne soyons pas fascinés devant ce que peut faire ChatGPT, mais constatons plutôt tout ce qu'elle ne peut pas faire. Par exemple, se mettre à pleurer si je dis une parole blessante, être ému si je lui dis je t'aime, répondre à ma question en tenant compte de ma sensibilité personnelle, dire d'un air pensif « Ah, ça me rappelle ce jour où… » Elle ne peut pas non plus sourire, me lancer un regard plein de promesses ou tout simplement se mettre à parler sans qu'on lui ait rien demandé. Concernant les usages possibles donc de cette intelligence artificielle, il semble que la médecine trouve là une aide au diagnostic très prometteuse. La machine dispose instantanément de toutes les données statistiques permettant au médecin d'être beaucoup plus informé pour penser son propre diagnostic, pour lequel lui-même dispose de son expérience, de ses réussites, de ses échecs et aussi de son intuition. Dans le domaine du droit, toute la jurisprudence inscrite dans les datas devient là aussi instantanément disponible. Et le juge ou l'avocat pourront ainsi affiner un jugement ou une stratégie de défense ou d'attaque. Mais dans aucun de ces cas, la machine ne peut réellement se substituer à l'être humain, parce qu'elle ne fait pas elle-même de raisonnement intelligent au sens étymologique du terme, à savoir en liant les choses entre elles. Pour une raison simple, c'est que la machine, encore une fois, traite statistiquement des données numériques, mais pour elle, il n'y a pas de réel. Et il n'y a pas de vérité non plus. Et il n'y a pas de différence entre l'esprit et la lettre de la loi. Pas de jugement éthique ou moral pouvant éventuellement contredire un calcul quantitatif destiné à solutionner un problème. Mais puisque nous sommes ici pour parler de beauté, qu'en est-il de la machine dans le domaine de la création artistique? Il y a quelques mois dans le Colorado, une œuvre générée par une intelligence artificielle a reçu le premier prix d'un concours d'art. Le tableau « Théâtre d'opéra spatial » a été produit par l'intelligence artificielle Midjourney sur la base d'un texte que lui a soumis un chef d'entreprise américain du nom de Joseph Allen. Après plusieurs allers et retours avec la machine, correction de dessin, précision dans la demande, etc., le résultat obtenu est cette œuvre où se mêlent, dit-on, des inspirations venant de la science-fiction et d'une esthétique de théâtre élisabétain. Sauf que le problème ici n'est pas vraiment le tableau lui-même, mais bien la manière dont il a été produit. À bien y réfléchir, cette question-là n'est pas nouvelle dans le domaine artistique. Elle y est même assez récurrente, au moins depuis les années 60 et l'émergence de l'art contemporain. Celui-ci, par sa volonté d'interroger, de provoquer, de questionner à la fois nos modes de vie, notre monde, notre rapport à la mort, au corps, à la sexualité et j'en passe, ne pouvait manquer bien sûr de se prendre lui-même pour objet. Ainsi, déjà bien avant l'art contemporain en 1917, Marcel Duchamp répondait à la question de savoir ce qu'est une œuvre d'art par sa blague de potache consistant à placer un urinoir dans un lieu consacré à l'art. Duchamp étant lui-même un artiste, son geste, bien que ne produisant rien par lui-même, a pu passer pour un acte artistique. En 1960, Jean Tinguely construira ses Métamatics, machines complexes ayant pour finalité de dessiner d'une manière aléatoire. On pourrait citer plein d'autres noms, Niki de Saint-Phal, Yves Klein et tant d'autres, pour illustrer ce parti pris de l'art contemporain de toujours faire le pas de plus vers la mise en cause de l'acte créateur et de la valeur de l'œuvre. Aussi donc, qu'une machine dotée d'intelligence artificielle crée un tableau qui gagne un concours d'art n'a finalement rien de si original au bout du compte. Et ceci pour une raison simple. L'art contemporain ayant exploré à peu près tout le champ du possible en matière d'originalité, de scandale, de subversion, tout peut y entrer comme matière artistique, y compris et peut-être surtout sa négation. Voyez cette œuvre de Banksy, dont le discours critique vis-à-vis de l'art contemporain est connu,
œuvre qui s'auto-détruisit en partie dès le moment où elle a été vendue aux enchères en 2018. Dans le monde ordinaire, un tableau détruit perd sa valeur. Il ne vaut plus rien. Dans le monde de l'art, quelle que soit l'intention de l'artiste, qui avait lui-même intégré un mécanisme de déchiquetage dans le cadre, eh bien cette œuvre a vu sa valeur multipliée par près de 20. Passant d'un peu moins de 1,2 million d'euros en 2018 entière, avant vente aux enchères, à près de 22 millions d'euros récemment déchiquetés. Alors si une déchiqueteuse produit une œuvre 20 fois plus chère que l'original, il n'y a rien de particulièrement bouleversant à ce qu'un méga ordinateur produise un tableau que certains considèrent peut-être déjà comme un chef-d'œuvre à côté de ceux de Vinci ou de Van Gogh, pourquoi pas. L'interrogation à laquelle nous sommes une nouvelle fois ramenés n'est donc pas tant de définir ce qu'est l'art que de savoir ce que nous admirons ou détestons lorsque nous jugeons une production dite artistique. Imaginons les participants à ce concours du Colorado, le public, le jury, devant ce tableau donc. Personne a priori ne suppose qu'il ne s'agit pas de la création d'un être humain, et on peut penser qu'il suscite de l'admiration, de l'étonnement, de l'inquiétude peut-être pour sa propre œuvre si l'on est soi-même inscrit au concours, et on se met aussi à commenter le style, on trouve des influences, on identifie les sources d'inspiration de l'artiste. Et puis on apprend, après le concours, qu'aucun humain n'a touché le moindre pinceau et que cette toile a été réalisée par une machine. Le même tableau, mais avec ces deux représentations différentes, peut-il susciter chez nous, spectateurs, le même jugement? Ne peut-on imaginer la déception, le sentiment de s'être fait rouler en apprenant que ce tableau, admirable sans doute s'il est produit par un être humain, étant dû à une machine, ne trahit en réalité plus aucun talent particulier puisqu'il est seulement le résultat d'informations transmises par signaux électriques à l'intérieur de circuits intégrés programmés pour produire ce qui pour nous, et non pour la machine puisqu'il n'y a pas de réel pour elle, devient de la peinture. Prenons le problème autrement. Souvent, pour parler d'une œuvre d'art, on est tenté d'y chercher ce que l'on appelle le message. Expression affreusement réductrice, mais qui du moins signifie qu'on prête à l'artiste la volonté, le souhait d'exprimer quelque chose par les émotions ou l'interrogation qu'il produit en nous par son œuvre. Or, si l'œuvre est produite par une machine, peut-on lui prêter une intention censée avoir présidé à sa réalisation? La machine nous délivre-t-elle un message? Ou même celui qui a programmé la machine nous délivre-t-il un message? A-t-il programmé la machine en vue de quelque chose de particulier? Bon. En réalité, il ne pourrait y avoir message, si on veut, au même titre qu'avec les mathématiques de Tinguely, que dans la manière dont est produite l'œuvre et non dans l'œuvre elle-même. Et ce message, ce ne serait quelque chose comme: quoi qu'il y ait sur la toile, l'essentiel, c'est d'admettre que n'importe quel moyen d'obtenir un dessin ou une image vaut bien n'importe quel autre. Qu'il s'agisse d'une machine de Tinguely, qu'il s'agisse de l'âne de Roland d'Orgelès en 1910 avec cette toile intitulée « Et le soleil s'endormit sur l'Adriatique » réalisée par un âne à la queue duquel on avait attaché des pinceaux, ou d'un logiciel d'intelligence artificielle. Mais alors, outre que l'œuvre devra toujours être accompagnée de son explication, ce qui est déjà le cas dans l'art contemporain, son créateur, entre guillemets, n'aura plus besoin d'être un artiste puisque n'importe qui sans aucun talent pourra inventer un texte mobilisant les circuits électroniques d'un ordinateur que celui-ci traduira peut-être en chef-d'œuvre. La preuve. M'inspirant moi-même de cette œuvre qui va arriver tout de suite, voilà. M'inspirant moi-même de ce dessin que tout le monde connaît, Léonard de Vinci, eh bien j'ai produit ce chef-d'œuvre qui est un portrait de Kylian Mbappé, à la manière de l'homme de Vitruve, de Léonard de Vinci. J'étais pas absolument satisfait, alors j'en ai fait un deuxième. Voilà, Kylian de Vitruve 2, un petit peu plus approchant.
Je n'ai strictement aucun talent en dessin. La machine en a peut-être un petit peu plus que moi, je ne sais pas. En fait, nous arrivons là, semble-t-il, à un moment, comme je sens que vous n'êtes pas totalement convaincu par mon chef-d'œuvre, nous arrivons, semble-t-il, à un moment très particulier de l'histoire de l'art, de l'histoire de la culture en général. En 1500, Albrecht Dürer peignait son autoportrait au manteau à col de fourrure en insistant sur sa ressemblance physique avec Jésus. L'intention de l'artiste était de valoriser l'artiste précisément en tant que créateur doué non pas d'un savoir-faire technique accessible à tous, mais d'un talent mystérieux, d'un don divin d'un don divin justifiant sa parenté avec le Fils de Dieu en personne. Dürer ici se revendique humain doté d'une dimension divine. Et c'est cela qui fait notre admiration. Qu'un être humain comme nous dispose d'un tel pouvoir, un pouvoir que, en tant qu'êtres humains, nous aurions peut-être pu avoir, mais que précisément nous n'avons pas. Admirerait-on Mozart, Flaubert ou Marguerite Duras si nous apprenions soudain que ces noms ne sont pas ceux d'humains comme nous, mais ceux de programmes d'intelligence artificielle? Et que dirions-nous à Picasso ou à Virginia Woolf s'ils faisaient leur retour parmi nous? Désolé messieurs, dames, mais nous n'avons plus besoin de vous, nous avons créé des machines capables de créer ou de peindre ou d'écrire. Voyez par exemple cette machine nourrie des œuvres de Proust, ajoutons ses brouillons, ajoutons ses esquisses, ses travaux de jeunesse, donnons-lui un sujet, quelques péripéties, des noms de personnages si l'on veut, définissons un nombre de pages voulues et appuyons sur la touche Entrée, et en quelques minutes, nous voilà l'heureux propriétaire d'un inédit de Marcel Proust. Ou presque. Laissons de côté le fait que, tout étant basé sur le traitement de data, l'intelligence artificielle pose le problème de la propriété intellectuelle. Je laisse ça de côté. Soulignons seulement la tentation d'inversion à laquelle il n'est pas possible de résister. Puiser dans ce qui a déjà reçu du succès pour obtenir un autre succès. Soumettre l'usage de la machine au goût déjà connu du public, en lieu et place de la posture réellement artistique consistant à chercher, à innover, quitte parfois à ne pas rencontrer le public, ou éventuellement à faire évoluer son goût en lui ouvrant les yeux, les oreilles, l'intelligence, enfin, la vraie cette fois. Il existe déjà, paraît-il, plus de 200 textes produits par ChatGPT, de science-fiction surtout, répertoriés en format Kindle en vente sur Amazon. Il paraît que les histoires sont, je cite, ternes et ennuyeuses, d'après un auteur qui y a eu recours. Voilà peut-être de quoi nous rassurer. En réalité, peut-être pas tant que ça. Parce qu'il ne s'agit pas là d'un futur encore évitable, mais bien de notre présent. Sans même avoir recours aux machines, nous faisons déjà le travail qu'elles feront bientôt mieux que nous. On peut lire en effet les œuvres réécrites d'Agatha Christie ou de Roald Dahl. Romans aseptisés, lissés par des sensitivity readers, ces lecteurs de sensibilité qui aplatissent le vocabulaire en vue de ménager toutes les susceptibilités. Nous en connaissons déjà beaucoup de ces œuvres insipides, censées plaire à tout le monde ou du moins ne déplaire à personne. Le lecteur réduit au statut de consommateur un peu con, c'est-à-dire incapable, pense-t-on, de la moindre distance critique sur ce qu'il lit, ne devant pas avoir à subir le moindre soupçon d'inconfort par rapport à ses opinions et sentiments. Bientôt, quand nous serons en désaccord à propos d'un tableau, d'un film ou d'un roman, nous ne pourrons même plus nous engueuler les uns les autres et nous traiter de gros nuls. Nos jugements esthétiques portant sur des produits fabriqués par des sensitivity readers ou des machines ne présenteront plus aucun enjeu. Imaginez le Masque et la Plume le dimanche soir, avec des critiques dont la méchanceté, réjouissante et pleine de mauvaise foi, à l'égard d'écrivains ou de cinéastes, ne trouvera plus personne sur qui s'appliquer. Imaginez un monde dans lequel les œuvres, entre guillemets, nous laisseront vaguement contents et repus, sans plus susciter la moindre interrogation sur la vie, l'amour, l'identité, la mort, l'autre, l'humain, l'animal, Dieu, l'extraterrestre, la machine, la beauté. Alors, par souci de rigueur, j'ai précisément posé la question à ChatGPT. Qu'est-ce que la beauté ?
Voici sa réponse. La beauté est une qualité subjective qui est perçue comme agréable ou attrayante par une personne ou un groupe de personnes. Elle peut se référer à la forme, la couleur, la texture, la proportion, l'harmonie ou d'autres caractéristiques d'un objet ou d'une création. La notion de beauté varie considérablement selon les cultures et les époques. Eh ben, nous voilà bien avancés. Alors certes, je n'attendais pas une deuxième critique de la faculté de juger de Kant, puisque c'est presque le thème d'aujourd'hui, mais du moins cela nous donne une idée de ce qui nous pend au nez. Imaginez-vous l'ennui généré par de prochaines rencontres de Sophie. Si un jour toutes les interventions étaient dues à des machines du nom de ChatGPT 12 ou Carl, comme dans le film de Stanley Kubrick 2001, l'Odyssée de l'espace, ou encore MD4W27XR728HN GTS 49325. Mais faut-il vraiment qu'on en vienne là pour s'apercevoir que c'est parfois intéressant d'écouter des humains ? Merci de votre attention.